Bonjour à tous, on se retrouve dans la nature pour cette nouvelle vidéo qui traite, comme vous l'avez vu en miniature et en titre, du world building. Qu'est-ce que le world building? On va le découvrir dans cette vidéo. Restez avec moi et je serai ravie de partager avec vous ma méthode et mon ressenti par rapport à ce travail. Si je me répète dans ma vidéo, ne m'en voulez pas, je suis sur une zone passante de véhicules autour de moi. Il n'y a que derrière où il n'y a rien qui passe. Mais devant et sur les côtés, j'ai du monde qui passe ou même des personnes qui me disent bonjour, qui se disent qu'est-ce qu'elle fait ça là sous son arbre. Et donc du coup, j'essaye d'être concentrée, de ne pas me répéter. Mais ne vous inquiétez pas si ça se produit, je pense que vous me pardonnerez. C'est vraiment fait à la chill sous un arbre. Plutôt que dans mon bureau et de façon très, très répétée. Donc il y aura peut-être quelques petits couacs. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais au lycée, j'ai une enseignante qui était géniale. Elle nous faisait découvrir des livres vraiment sympas. Enfin, moi, je les ai appréciés, mes camarades, pas tous. Mais par exemple, elle nous a fait lire Misery de Stephen King. Forcément, j'ai adoré parce que c'était un auteur qui se faisait kidnapper. Je me suis dit, waouh, si un jour j'ai un lecteur ou une lectrice qui me fait ça, je sais pas quelle sauce je vais te manger parce que je suis pas tendre avec vous, hein. Et elle nous a fait lire aussi Le parfum de Suskind. J'écorche probablement son nom, ça se trouve c'est Suskind, je ne sais pas trop le dire, mais j'ai adoré ce livre. Il est un peu sombre, on suit Grenouille dans ses aventures. Dit comme ça, on se dit waouh, Grenouille, c'est mignon. Ne vous fiez pas aux apparences. Et en fait, c'est là que j'ai découvert la définition du mot démiurge que je ne connais pas. Et elle nous faisait noter nos définitions dans un carnet et qu'on devait apprendre par cœur parce qu'on était testé sur les définitions. Et ça, c'est top parce que vous voyez, ça m'est resté. Donc, démiurge, c'est qui crée son monde. Et donc Grenouille est considéré comme un démiurge parce qu'il veut créer un monde à sa façon. Voilà. Je vous invite vraiment à lire Le Parfum si vous n'êtes pas trop sensible. Franchement, foncez. C'est un de mes livres préférés. Il existe aussi en film pour ceux qui veulent le voir. Mais les livres sont toujours plus denses et donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille d'abord le livre, après vous regardez le film. Et pareil pour Misery, lisez d'abord le livre, découvrez le film après, mais je vous les conseille. Et donc pour en revenir à cette définition, je me suis dit waouh, démiurge, c'est génial, j'ai l'impression que c'est ce que je fais quand j'écris. Le world building, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité donc de créer son univers et d'en laisser une trace quelque part pour garder une cohérence tout au long de son univers. C'est un peu comme votre encyclopédie personnelle, votre fil rouge pour vous y retrouver. Mettons que vous êtes au chapitre 4 du tome 3, réapparaît un personnage du tome 1. Vous ne savez pas comment établir le personnage parce que ça fait loin et qu'au bout de 300 personnages, vous ne savez plus. Ça vous permet de découvrir ça. Le world building, c'est créer son monde, c'est être démiurge finalement. Et j'avais envie d'aborder ça avec vous aujourd'hui dans cette vidéo parce que je pense que c'est une sorte de passage obligé quand on invente un univers. Comme moi je le fais dans mes livres fantasy. Je vais développer un petit peu ce que c'est le world building. Donc le world building, c'est pas une science exacte, il n'y a pas de règles réellement définies. C'est comment vous avez envie de travailler votre univers de l'intérieur. Une sorte de guide qui va vous aider, par exemple, quand on sait que Alecantia, donc ça tient en 3 tomes, hein. Alecantia, c'est plus de 300 personnages et 200 créatures. Et encore, certaines créatures viennent de mythologies déjà existantes parce que j'y suis allée doucement avec cette première trilogie. Mais progressivement, j'ai inventé des créatures. Donc
ça fait énormément de monde à se rappeler parce que si on est honnête les uns envers les autres, on ne se rappelle pas de tout et tout le monde dans notre vie. Si la personne elle a les yeux bleus, les yeux marrons, si elle a un grain de beauté sur la joue ou si elle boite, etc., on ne se rappelle pas forcément. Et quand on est auteur, il faut qu'on garde une certaine cohérence, donc il faut qu'on ait noté ça, et c'est plus facile que d'aller vérifier au chapitre 3, alors qu'on est en train de rédiger le deuxième tome, chapitre 23, si dans le tome 1, chapitre 3, le personnage il était grand, maigre, comment il était habillé, c'est plus facile d'avoir une fiche et d'y revenir dessus. Donc le world building, c'est un fil conducteur, c'est un guide, c'est votre encyclopédie personnelle que vous avez créée vous-même pour votre univers. Donc je vais aborder avec vous les différents éléments que moi j'ai étudiés pour le mystérieux projet, et je vous mettrai probablement un exemple de fiche pour les créatures, un exemple que j'ai déjà montré lors d'une interview sur Ici Gascogne le 16 juin. Évidemment, je compte sur vous, c'est du droit d'auteur, donc à ne pas voler évidemment. Mais je vous montrerai grosso modo à quoi peut ressembler une fiche de créature. Donc dans votre world building, il y a des piliers fondamentaux à aborder. Ce sont des points que je vais traiter au fil de la vidéo. Mais il y a la géographie, donc où se situe votre histoire. Vous pouvez traiter dans cette partie-là du climat, de la végétation, ces petits points-là, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, il y a les peuples et tout ce qui s'attache aux peuples, donc les personnages, les systèmes de gouvernance, donc politique, croyances, toutes ces choses-là. Il y aura également les créatures, hein, parce que si vous abordez la flore, autant aborder la flore. Il y a tous ces points-là, donc il y a quelques piliers fondamentaux. Pour vous y retrouver et que vous préférez lire ce sujet parce que ça sera plus facile après avoir vu la vidéo, parce que là je vais vous apporter des informations comme ça, mais si vous voulez vous y retrouver plus rapidement et en un rapide coup d'œil, en barre de description vous aurez le lien vers mon site internet. Il y a un article dessus où je traite du world building et de ma méthode. C'est évidemment, je le disais, ma méthode, c'est pas une science exacte et elle s'applique à moi, mon univers. Peut-être que pour vous ça sera différent, tout simplement parce que c'est peut-être dans le monde réel mais dans le futur, donc vous avez d'autres règles à prendre en compte, mais moi je procède comme ça. Donc comment je procède? Tout d'abord, vous le savez, je l'ai déjà beaucoup dit, mais moi, les idées d'histoire, elles me viennent comme ça en fait. Elles sont là, elles sont ancrées dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez. Et donc, j'annote l'idée principale. L'histoire, elle est là, j'arrive à me projeter, je peux déjà me balader avec les personnages, mais je vais pas tout de suite écrire. Parce que si je me lance tout de suite, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de créatures, donc il y a tout un travail à faire. Donc ce que je fais, c'est que j'ai deux modes d'enregistrement. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. En barre de description, vous avez mon Instagram, mon Facebook et mon site internet. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur l'envers du décor, n'hésitez pas à suivre. Il y a beaucoup de publications qui peuvent vous expliquer un petit peu ma vision des choses, ma façon de travailler. Donc j'ai deux modes d'enregistrement. J'ai évidemment le téléphone avec lequel je me filme, mais qui fait aussi dictaphone, comme la plupart des téléphones de nos jours. Et j'ai aussi un dictaphone. Donc généralement, j'utilise ces moyens-là quand une idée me vient, que j'ai pas de quoi noter et que voilà, il faut que je le dise tout de suite. Je suis à moitié endormie parce que l'idée m'est venue en rêve et que voilà, mon cerveau n'arrête pas de travailler, donc je parle un peu comme ça. Et quand je m'écoute dans le dictaphone, je me dis waouh, on dirait que je suis bourrée. Et en fait non, je suis à moitié endormie. Et des fois tu te dis mais waouh, mais j'ai fumé quoi pour avoir une idée pareille.
Mais c'est une idée qui peut être géniale, mais, mais tu te dis d'où ça sort. Donc l'idée, je vais soit l'enregistrer sur dictaphone, soit je suis un peu plus posée et je vais la noter dans un de mes 36 000 carnets. Je vais pas forcément développer, je vais noter l'idée principale. Si le nom du personnage m'est déjà apparu, je vais le noter. Voilà comment je procède sur le départ. C'est l'idée est là. Et il peut y avoir le nom du continent qui est apparu, voilà, c'est comme ça. J'ai peut-être déjà l'idée de la forme. Il y a des choses qui sont apparues à moi, donc je fais des croquis, je fais des petites notes, mais c'est à partir de là que le gros travail de world building va commencer. Il y a des premières questions à se poser quand vous créez votre univers, c'est, bon, vous avez l'idée principale évidemment, donc comme je vous l'ai dit, vous l'avez noté, vous avez fait des transcriptions audio, peu importe, mais il arrive ce moment où il faut se poser la question de qu'est-ce que vous voulez raconter avec cette histoire, parce que pour moi, oui, mes personnages, ils veulent vivre une histoire, mais ils ont certainement un message à faire passer. Donc, qu'est-ce que c'est ce message? Qu'est-ce qu'il peut apporter à mon lecteur? C'est important de se poser la question. Par exemple, vous voulez défendre une cause contre les violences conjugales ou je sais pas, l'éducation des petites filles. Vous pouvez l'aborder dans un livre avec votre récit, même si c'est pas du tout le même univers. Vous pouvez tout à fait aborder ces sujets. Donc c'est important de vous demander qu'est-ce que mon univers veut raconter. Donc vous vous posez cette question et surtout vous le notez dans un carnet parce que c'est important d'y penser parce que ça va être un peu l'âme de votre histoire. Donc il y a des piliers fondamentaux et je vais les traiter là un par un en commençant par, pour moi, la première partie, celle des personnages. Donc comme je le disais juste avant, vous avez eu votre idée, vous l'avez notée, vous avez fait des enregistrements, etc. Mais là, il faut se lancer, il faut faire vos fiches. Donc pour les fiches, je commence par les personnages tout simplement parce que quand le récit me vient, c'est celui d'un personnage. Généralement pour moi c'est une héroïne, une jeune femme et donc je vais m'intéresser à elle et son nom. Généralement il me vient avec l'histoire, mais si vous ne l'avez pas c'est pas grave, il vous viendra peut-être plus tard ou alors vous le trouverez par la suite. Mais en fait pour créer votre fiche, il vous faudra son nom, pourquoi pas des visuels de type moodboard. Vous voyez, vous vous dites bah, c'est une brune, donc je vais prendre une photo d'une perruque brune par exemple. Elle est de type je sais pas, chinoise, asiatique. Vous allez prendre une photo d'une asiatique pour son visage, son aspect. Vous pensez à une tenue, par exemple, elle est habillée un petit peu kawaii, une robe rose avec des petites oreilles de chat. Bah, vous allez rajouter cette image et comme ça, en fait, vous aurez des visuels propres à ce personnage-là. Donc moi, c'est ce que je fais en première intention dans mon carnet quand je commence vraiment à travailler mon world building. C'est vraiment, on va dire, ma première étape, c'est dans un carnet et ensuite je vais retravailler ça sur PC pour pouvoir me réimprimer des fiches propres et les mettre dans un classeur. Sur cette fiche, vous avez donc le nom du personnage, un aspect visuel de ses caractéristiques physiques que vous allez résumer également dans caractéristiques physiques pour sa taille, son poids, son âge, si par exemple elle a une cicatrice en particulier, une tache de naissance, allez donc savoir quoi. Sa psychologie, parce qu'un personnage c'est pas juste caractéristiques physiques et c'est pas juste une personnalité du genre elle est timide mais un peu audacieuse. Il faut creuser un petit peu plus en évoquant peut-être son passé, sa vie actuelle, comment elle en est arrivée là dans sa vie, le peuple dans lequel elle vit actuellement et le peuple dans lequel elle a potentiellement vécu,
Vous allez aborder tout ça sur les fiches, mais je laisse quand même des blancs parce que les personnages, ils évoluent avec le temps. Donc vous avez votre fiche personnage qui est prête et vous faites ça en fait pour votre personnage principal, mais aussi pour le simple badaud qu'elle va croiser dans la rue, hein. Moi vraiment tous les personnages sont traités tout simplement parce qu'on ne sait jamais, si mettons vous allez écrire une suite et ce badaud en fait il avait un rôle important. Est-ce qu'il n'aurait pas tué quelqu'un et ah ben tiens, ah. Donc moi tout le monde est traité. Tout le monde est traité de la même façon, c'est le même modèle de fiche pour tous les personnages, toutes les caractéristiques sont remplies. Vous pouvez déjà en avoir un aperçu sur mon site internet. C'est pas tout complet parce que ça fait énormément de fiches à travailler et que j'essaye d'avancer sur le mystérieux projet à côté. Mais vous avez un aperçu sur Alecantia, donc comme je disais, il y aura toutes les infos en barre de description pour aller voir. Mais les personnages sont développés sous des caractéristiques. Une fois que vous avez fait vos personnages, on passe à l'étape suivante. Donc, on attaque la fiche des peuples, parce que votre personnage, il appartenait peut-être à un peuple, il appartient peut-être à un nouveau peuple. En tout cas, ces peuples ont une histoire. Tout comme nous, peuple français, en avons une, tout comme le peuple américain. On a tous des histoires différentes et dans la fantasy, potentiellement des spécificités propres à notre peuple. J'ai pas forcément envie de parler de race, mais vraiment de peuple, parce que même si vous allez créer un orc, j'estime que c'est le peuple orc. Je trouve dommage de dire une race, c'est pas très joli, on n'aime pas. Hein. Donc mettons votre peuple principal, il faut indiquer le lieu où il vit, s'il est nomade aussi. S'il est régi par une certaine politique, par une certaine religion, la longévité des êtres de ce peuple, toutes ces petites choses-là, l'avancée technologie, vous avez tellement de caractéristiques possibles. Tout ça, vous devez l'aborder dans votre world building pour garder une cohérence sur votre personnage. Quand je dis garder une cohérence, c'est par exemple si vous êtes avec une créature d'un peuple où oh non, les femmes c'est rien, nous on les... voilà, vous avez compris. Et que tout d'un coup, en fait, il vénère une femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce personnage, vous voyez? Donc il faut une logique et cette logique peut être amenée grâce à votre world building. Donc c'est important de travailler aussi bien les fiches personnages que les fiches peuple. Et ça ne s'arrête pas là. En effet, on aborde la troisième partie. Donc vos personnages et vos peuples, ils vivent bien quelque part, dans des lieux, ces lieux qui composent votre univers. Donc pour éviter là aussi une incohérence du genre l'histoire commence au sud-est mais en fait elle finit au nord-est, ça le fait pas trop parce que la zone s'est pas téléportée comme ça, peut-être, mais il faut que ça soit noté quelque part que ce phénomène se soit produit. Ben, il faut étudier vos lieux et il faut créer les caractéristiques sur le world building. Donc le type de végétation, est-ce qu'on est dans la toundra avec de l'herbe sèche? Est-ce qu'on est dans une végétation dense? Est-ce que c'est type aire glaciaire ou est-ce que c'est zone aride type Grand Canyon? Tout ça en fait est noté sur vos fiches de lieu. Si vous voulez faire référence à des éléments comme par exemple les peuples qui y vivent ou qui ont l'habitude d'y venir sur une certaine période, je pense par exemple aux nomades, ils ont l'habitude d'aller dans un lieu, mais l'année d'après, enfin plutôt plusieurs mois après, ils sont dans un autre lieu. Vous faites en fait simplement une référence comme dans une encyclopédie, comme se référencer à. Donc moi par exemple, je vais dire que dans le lieu A, c'est le peuple numéro 1 qui y vit et en fait quand je vais voir le nom de ce peuple et que je me rappelle ce que c'est, je vais aller sur la fiche peuple qui est concernée et c'est pareil pour les créatures, je vais juste mettre leur nom, par exemple le chat, et comme ça je vais aller sur la fiche du chat pour me rappeler ce que c'est un chat. Je vous donne des exemples faciles parce que si je vous balance les noms de mes bestioles, vous n'allez rien comprendre. Et donc vous allez parler des reliefs, du climat, c'est important de parler du climat aussi. Tout ça, ça sera abordé dans le lieu. Est-ce que c'est une zone interdite? Parce qu'il peut y avoir des lieux mystérieux rattachés à ces paysages-là, à ces zones-là.
Pour la végétation, vous allez avoir potentiellement des arbres que vous allez créer ou alors utiliser des arbres réels. Peu importe, je pense que c'est très important pour vous d'avoir une fiche de votre végétation. Même si c'est un peuplier, si c'est un bracnoc, je sais pas, j'invente un nom comme ça au pif. Il faut que vous ayez les caractéristiques assez facilement accessibles. S'il vous faut une recherche internet, mais finalement vous êtes dans un lieu pour écrire et qu'il n'y a pas internet, etc., c'est dommage. Donc autant avoir accès à vos fiches que vous pouvez mettre sur des sites comme Notion ou votre site Google Drive. Vous pouvez vous débrouiller pour avoir accès à tout assez facilement et assez rapidement, donc ça c'est super. Ça c'est pour le téléphone et le réseau mobile. Quand je vous dis vous n'avez pas accès à internet, je veux dire un ordinateur pour vraiment faire une recherche et être à l'aise. Au moins vous avez votre fiche recensée et vous ne vous cassez pas la tête à chercher sur internet pendant 3 plombes. Ou alors vous avez un fichier sur votre téléphone, parce qu'on peut avoir nos fichiers sur le téléphone et facilement retrouvables sans connexion internet si vous avez envie d'aller vous perdre dans la nature. Donc pourquoi j'ai dit ça, je ne sais plus. Oui, je disais que c'était important d'avoir ces fiches là pour s'y retrouver, parce que on voit comme ça, par exemple l'arbre qui est derrière moi, je sais absolument pas ce que c'est un buisson. Mais mettons, je veux l'insérer dans mon histoire. Est-ce que c'est un arbre qui ne mesure que 30 cm au début et après il peut aller jusqu'à 6 mètres, ou est-ce qu'il pousse? Est-ce qu'il fait des fleurs? Là comme ça je peux pas vous en parler, j'en ai strictement aucune idée. Donc la végétation, elle a aussi son rôle et c'est important de le noter. Donc elle peut avoir donc un aspect, une situation géographique, donc on fait référence tout simplement, mais en fait vous faites des rappels, comme je le disais, d'une fiche à l'autre. Par exemple, vous voulez indiquer le lieu dans lequel on trouve, vous mettez zone et vous mettez 2 points, par exemple le désert du Sahara. Et là vous allez sur la fiche du désert du Sahara et vous allez punaise. Vous allez, il y aura peut-être un bêtisier à la fin, hein. Vous allez comprendre ce qui se passe. Donc vous allez vous rediriger vers la zone du Sahara et donc avoir accès facilement aux informations du lieu et potentiellement du climat de cette zone. Mais il n'y a pas que des arbres et des plantes, parce qu'évidemment vous gardez en tête qu'il peut y avoir des plantes aussi et que tout ça doit être développé. Après, vous pouvez utiliser des marguerites, mais c'est bien en fait de noter ça quelque part pour retrouver assez facilement. Vous avez traité cette partie de la végétation, mais dans cette végétation, il n'y a pas que des petits bonhommes qui y vivent. Il y a aussi des petites bêtes qui peuvent être toutes mignonnes, ou beaucoup moins mignonnes, qui auront envie de vous croquer, de vous déchiqueter, de protéger leur habitat. Donc vous allez créer des fiches de créatures comme celle-ci. Je vous mets une de mes fiches. Attention, droit d'auteur. Elle n'est pas à votre disposition pour que vous récupériez l'idée de la créature. Elle existe déjà dans ma trilogie Alecantia et elle n'est pas à votre disposition pour que vous puissiez l'intégrer dans votre univers. C'est un exemple de fiche comme je la travaille. Donc en haut de la fiche, vous avez l'image, l'illustration que j'ai réalisée du Bracmeus et en dessous les caractéristiques. Les caractéristiques sont donc l'aspect physique, son comportement, le lieu où on la retrouve, est-ce qu'elle a des caractéristiques spécifiques, par exemple est-ce qu'elle peut empoisonner, est-ce qu'elle peut vous croquer en 30 secondes, est-ce qu'elle est hyper véloce. Il y a plein de caractéristiques comme ça que vous pouvez aborder dans votre fiche de world building. Donc là vous avez une page du Bracmeus, le reste n'y est pas, mais vous avez au moins la première page pour vous donner une idée. Ça, je l'applique aussi bien aux créatures toutes mimi, toutes gentilles, qu'on veut faire des petits câlins et adopter, aux celles qu'on veut fuir à tout prix. Donc tout ça, c'est noté. Et donc, elles sont notées comme ça. Pas particulièrement comparées à Alecantia. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Alecantia, dedans, on a nos créatures et il y a un système de fraternel. Donc c'est-à-dire que le fraternel, vous avez une créature en particulier, parmi par exemple
l'espèce des chats, il y a un chat qui se rattache à vous et vous êtes liés comme des âmes sœurs. Je ne sais pas trop comment vous le définir, c'est un lien spécial. Et donc là, chaque créature a un petit nom. Je n'ai pas fait de fiche fraternelle. J'ai juste fait la fiche de l'espèce de la créature, donc le Brachmeus. Pour ceux qui iront sur le site, vous pouvez chercher Picchio. C'est le Brachmeus emblématique d'Alecantia. Et donc c'est comme par exemple votre chat Félix, qui est un siamois. Donc vous avez la fiche du siamois et vous avez la fiche de Félix, parce que Félix c'est comme un personnage, donc il a sa propre fiche également. Mais là pour mon world building actuel, je me suis juste intéressée à l'espèce. On verra par la suite ce que ça donne, mais pour l'instant j'ai pas prévu de faire je sais pas, pilou le Brachmeus ou ce genre de choses. Pour l'instant c'est vraiment axé sur l'espèce de la créature, sur où on la trouve, comment elle vit, comment elle se comporte, peut-être son mode de reproduction. Il y a ce genre de petites informations dessus, même si elles ne seront pas employées dans l'histoire en elle-même. Ce sont ses caractéristiques, tout comme vous allez rencontrer quelqu'un chez le boucher, vous ne connaissez pas toute sa vie, et ça ne fait pas qu'il n'en a pas une. Donc il n'est pas que le petit monsieur dégarni, un peu joufflu, qui s'habille la chemise dans le pantalon avec des claquettes chaussettes. C'est pas que ça. C'est ce monsieur, il a une existence, il a un passé, il a peut-être une famille, il a peut-être des soucis, il a des croyances politiques et tout ça. Donc pour moi, tout ce qui est peuple, personnage, créature mérite autant d'attention que nous dans notre vie réelle. L'étape des minéraux. Les minéraux, vous en créez, vous n'en créez pas, mais c'est toujours bon de savoir que le fer se trouve dans une certaine zone, qu'il est travaillé d'une certaine façon par un certain peuple. Tout ça, en fait, c'est important de le noter sur votre fiche de world building. Moi, je me suis inventé des minéraux. Le fer n'existe pas, c'est un autre type de métal qui existe. Et, il peut être travaillé par un peuple, mais pas par un autre. Tout ça, je l'ai noté sur ma fiche de world building, c'est important pour garder une cohérence sur, par exemple, si vous dites que c'est un métal hyper rare, mais que finalement on le retrouve partout dans votre livre, ça colle plus. Donc c'est important de faire vos fiches, même pour les minéraux, que ça soit une existante ou une non existante, parce que c'est votre univers et que les codes de votre univers ne sont pas forcément les codes du monde réel. Pourquoi j'ai décidé de les travailler également? Tout simplement parce que dans le prochain livre que je suis en train d'écrire, ils ont leur rôle, tout simplement comme nous, on peut trouver des spécificités à certaines pierres, notamment la lithothérapie pour ceux qui connaissent. Donc ce sont les bienfaits de certaines pierres, comme adoucir les maux de tête, protéger des mauvaises ondes de certaines personnes. Donc après, ce sont des croyances ou pas, comme beaucoup de choses. Donc chacun interprète comme il veut, mais je trouve que quand on crée un univers fantasy, la lithothérapie peut être très intéressante à étudier. Donc je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça aussi donc, que j'ai décidé de travailler mes minéraux. Et tout comme les créatures, la végétation et tout ça, j'ai noté les spécificités. Donc description physique du minéral. C'est bien fait, c'est méfait s'il en a. Où est-ce qu'on le trouve? Voilà, il y a toutes ces spécificités très importantes. Et vous avisez, si vous créez des minéraux ou non, vous avisez ce que vous voulez y mettre dedans. Est-ce que c'est une pierre que seul un peuple a dans sa contrée et qu'il la préserve et que personne ne doit y toucher, etc. C'est vous qui construisez autour de vos peuples, des personnages, de tout ce que vous avez déjà écrit. Vous pouvez mettre des petites notes sur là où il va se retrouver dans l'histoire. Si jamais vous le savez déjà, vous pouvez vous annoter ce petit genre de critères. Il nous reste une étape. Et enfin,
la dernière étape, c'est l'histoire de mon continent. Oui, elle arrive après les autres, mais parce que, disons que c'est celle qui va me permettre de faire réellement le lien en mettant le pied dans mon univers et à commencer l'écriture. Donc vous, votre univers, s'il vient du Big Bang, il vient du Big Bang. Si il a une histoire à la Christophe Colomb, il a une histoire à la Christophe Colomb. Mais voilà, moi c'est quelque chose que je vais aborder généralement en dernier. C'est vraiment l'histoire de ce monde parce que je vais faire une frise chronologique des événements. Donc Alecantia a sa propre fiche chronologique et c'est abordé dans le tome 1. Les événements principaux sont abordés dès le tome 1 sur un peu comme nous, on a eu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale. On retrouve un peu ça dans Alecantia d'une autre façon. Et je trouve que c'est important de se faire une frise chronologique pour éviter que, je ne sais pas, votre personnage il est né en 1842, mais vous dites à un moment que en 1830 il avait 30 ans. Ça colle pas. Vous êtes trompé d'année, vous voyez. Et donc il faut garder une frise chronologique des événements. Et moi, en fait, c'est mon point de départ du lancement dans l'écriture parce que du moment que j'ai ça, je peux écrire mon histoire. Ça me permet d'expliquer pourquoi le personnage il fait ça, si c'est en lien avec son histoire avec un grand H, est-ce que c'est en lien avec son histoire personnelle. Je peux me lancer du moment que j'ai ça. C'était vraiment la dernière étape de mon world building. Et donc je vous expliquais un petit peu aussi comment je procédais. Donc je vous disais que d'abord j'imprime ça dans un carnet, où je fais des notes dans un carnet. Je disais j'imprime pour les images de référence, où j'annote dans un carnet, je fais des petits croquis s'il faut. Et maintenant qu'en fait j'ai travaillé toutes ces fiches sur mon ordinateur, que j'ai vraiment fait, je sais même pas combien de fiches j'ai, le classeur est énorme. Je vous mets une photo là du classeur du mystérieux projet. Vraiment, le one shot, il rentre là-dedans. Imaginez Alecantia, je pense qu'il me faut 3 classeurs comme ça. Et encore. C'est énorme, 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 énorme. Donc j'ai imprimé toutes ces fiches, je les mets dans un classeur et comme ça, quand je vais écrire, si jamais tout d'un coup j'ai un doute, d'abord je vais écrire de façon fluide mon histoire. Et après, je vais y revenir dessus. Par exemple, sur Mystérieux Projet, j'ai écrit de façon assez fluide les premiers chapitres. Et après, je me suis dit, attends, je vais revenir parce que j'ai un doute sur la tenue de ce personnage-là. Et j'y reviens parce que, je sais pas, par exemple, il me manquait une barrette dans les cheveux, ou alors c'était pas la bonne couleur, ou ce genre de petits éléments. C'est des détails, vous me direz, mais des fois, les détails font tout. Et donc ça me permet de rectifier ou d'ajouter un élément que j'avais oublié au préalable. Et ça peut être pour ça, pour je sais pas, la position du lieu, le lever du soleil, des choses bêtes. Parce que quand je vous dis que vous travaillez la géographie de votre univers, vous pouvez créer les climats que vous voulez. Et c'est important de notifier que, je sais pas, de la première lune à la 5e lune, il fait tel climat, etc. Et vous enchaînez. Donc vraiment, il y a tout à travailler. C'est un travail immense, le world building. Mais pour moi, c'est nécessaire parce que c'est vraiment votre fil conducteur. Et ça vous permet d'éviter donc des incohérences et d'emmener votre lecteur avec vous, surtout quand vous inventez tout un univers, que vous avez énormément d'éléments à prendre en compte. Le world building, il est essentiel. Et voilà, donc je vais conclure sur une chose, je ne suis ni jardinière ni architecte. Alors ça, ce sont des termes qui me font rire, parce que ça serait se limiter à un type de personnalité. Moi, je suis moi. Je suis moi, oui, je vais travailler mon univers, mais vous voyez, en fait, j'ai déjà tout là, et j'ai juste besoin de le poser de façon à m'y retrouver par la suite et pas me perdre dans tous les sens. Mais il n'y a pas de architecte ou jardinière. Pour moi, ce sont des termes un peu clivants. Comme par exemple, est-ce que vous aimez le rouge ou vous aimez le bleu? Pourquoi j'aimerais pas les deux? Vous voyez, je vais les mélanger, je vais faire du violet. Mais
Mais voilà, il faut que vous trouviez votre méthode à vous. Ça, c'est la mienne. Je ne sais pas si elle pourra vous aider. J'espère quand même que vous avez trouvé cette vidéo intéressante malgré les couacs qu'il y a pu avoir de films entre les voitures, les moments où la caméra tombe, les insectes, mes cheveux qui se coincent dans ma boucle d'oreille. J'espère que cette vidéo vous a été utile, ou du moins qu'elle vous a intéressé, et si jamais vous voulez en savoir plus, donc vous avez les liens en barre de description, déjà premièrement vers mes réseaux sociaux, vers Instagram, Facebook, où je partage avec vous des petits carousels de mon univers d'auteur. Vous avez aussi le lien vers mon site internet où vous avez le blog avec les différents articles, dont celui qui est en lien ici avec cette vidéo de worldbuilding. Il y a aussi d'autres sujets que je traite. Et vous avez aussi le lien vers mon site internet où vous pouvez acheter des illustrations comme celle du Brachmeus, mais également ma trilogie à Alecantia, que je vous envoie directement par mes petites mains si vous passez par le site internet. Et vous avez aussi la possibilité de commander sur des sites on va dire, grande distribution comme Amazon, Cultura, Fnac. Votre libraire peut commander via Dailycom, mais tous ces sites-là, c'est géré directement par mon imprimeur et ça ne passe pas par moi. Donc je ne suis responsable de rien à ce niveau-là. Et il n'y aura pas de dédicace ou de petite attention puisque c'est directement fait par l'imprimeur qui envoie les livres. Si vous voulez dédicace et petite attention, il faut passer par la boutique SumUp. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je ne vous retiens pas plus. À la prochaine!